Mesdames, Messieurs, bienvenue ici, à la Brève, mais plus spécialement chez Montesquieu. Je vous remercie la secrétaire générale de la Fondation Jacqueline de Chavannes de nous accueillir une année de plus dans ce lieu qui est site, mais en même temps qui est aussi pour nous une partie de l'identité de la commune de la Brève. Tant le lien entre Montesquieu, le château, les secondards et la ville de la Brève et les Brévois est fort depuis des siècles. Je ne vais pas vous dire que tous les Brévois, de génération en génération, depuis 1755, ont lu l'Esprit des lois au Collège de Versailles. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont fiers de partager la même patrie que Montesquieu, c'est-à-dire ce petit territoire. Donc Montesquieu a été le seigneur par descendance, mais qu'il a transmis à son fils amélioré, on va dire. Et vous êtes ici dans l'épreuve de ce qu'il a pu écrire dans le paysage de la Brève, puisque cet espace libre autour du château, c'est lui qui l'a pensé. Les charniers qui ont été restaurés par la Fondation Jacqueline de Chavannes récemment, c'est lui qui les avait installés. Et les fermes qui sont ici, en parallèle du château, derrière nous, c'est lui qui les a construites. Pour adapter les moyens de son exploitation à l'ambition qui était la sienne pour ces terres. C'est dire que Montesquieu était un vivant à la Brève. Et s'il est souvent de coutume d'associer le nom d'un illustre, des poètes ou des philosophes, avec un lieu qui est celui de leur naissance peut-être, ou celui où ils sont morts, jamais ça n'aurait été aussi justifié que pour souligner le lien entre la Brève et Montesquieu. Ça n'a pas été possible parce que le Conseil d'État n'a pas voulu, c'est dommage. Mais c'est un fait. Et ce qui nous intéresse à travers cette réalité, c'est que probablement, d'ailleurs Montesquieu le dit à un moment donné sur l'humeur des Gascons, sur l'ambiance générale, donc, qui est générée par ce lieu, à quel point il peut distiller d'énergie positive. Et il est sûr, en tout cas, mais je parle sous le contrôle de Catherine, qui, elle, est une spécialiste, ce que je ne suis pas. Moi, je plaide pour la paroisse, ce qui est normal pour le maire de la Brenne. Il y a un lien fort, il y a eu un lien fort, un lien physique extrêmement fort entre Montesquieu, sa terre, son fief, on va dire sa ville, son fief. Et probablement, l'inspiration qu'il y a trouvée au long de ses cheminements ici, notamment lorsqu'il réfléchissait à la conception de l'esprit des lois. Donc, ce lieu apaisé a certainement nourri sa réflexion. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette fidélité à laquelle nous nous attachons à Montesquieu. Je remercie la Fondation de nous avoir permis d'organiser ici ces journées de la Brève, avec au cœur des journées des entretiens qui vont réunir autour de plusieurs tables rondes des spécialistes qui viennent cette année, comme les années précédentes, débattre, animer la réflexion autour de thèmes qui sont au départ puisés dans l'actualité du XVIIIe ou ce que Montesquieu a pu dire ou écrire, mais dont finalement l'objet, passant par l'actualité, c'est d'aller un peu plus loin et de faire de la prospective. Donc,
d'ouvrir des champs de réflexion sur les sujets que nous proposons. Nous avons commencé en 2019 avec l'esclavage. Nous avons poursuivi ensuite, après Covid, avec la liberté d'expression, parce que nous fêtions en même temps le tricentenaire de la publication des lettres persanes, dont chacun sait qu'elles étaient à l'index, que Montesquieu avait dû éditer, faire imprimer son œuvre en Hollande, et que par conséquent le sujet était naturel. L'année d'après, nous avons parlé, c'est-à-dire l'année dernière, de l'homme et du climat. La problématique du climat est une problématique qui est une problématique permanente, et je pense que peut-être Thomas Cazenave en dira tout à l'heure quelque chose, puisque reste une ligne forte des préoccupations, mais au-delà des préoccupations, certainement des politiques et des investissements qui sont conduits, notamment dans nos démocraties. Et enfin, cette année, le thème est la démocratie. Alors, la démocratie de Démosthène à aujourd'hui, très bien. La démocratie, c'est un vrai sujet qui nous intéresse, puisque c'est en fait le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais quelles sont les voies pour y parvenir? Est-ce que celles qui ont été expérimentées depuis la Révolution française, au moins pour ce qui nous concerne, sont-elles toujours vivantes, actuelles? Est-ce qu'elles répondent à ce qu'attendent précisément de la politique, de la réponse politique nos concitoyens? Quels sont les avantages de nos systèmes démocratiques tels qu'ils existent par rapport à d'autres? Quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? Quels sont les défis auxquels la démocratie est confrontée aujourd'hui? Ce sont tous ces sujets que, au travers des réflexions qui vont vous être présentées, nous allons évoquer. Alors, vous êtes un auditoire que je trouve trop clairsemé. J'aimerais qu'il soit plus fourni pour venir alimenter en tant que citoyen cette réflexion. Je ne doute pas au fur et à mesure que les heures vont s'écouler dans l'après-midi, les chaises vont se remplir. Mais en tout état de cause, c'est un marqueur de l'action que nous souhaitons mener. Nous pensons que même dans une commune de 5000 habitants, il n'est pas interdit, surtout lorsque c'est la fille de Montesquieu, il n'est pas interdit de se réunir pour réfléchir à des choses sérieuses et que la réflexion, la culture, les interrogations ne sont pas réservées uniquement à ce qui puisse se faire dans les grandes villes, les mégapoles, etc. En réalité, tout ça peut diffuser sur la totalité du territoire avec les moyens, évidemment, qui sont les nôtres et qui ne sont certainement pas les mêmes que ceux dont disposent nos voisines, en particulier la métropole bordelaise. Voilà, c'était trop long, je le suis tout le temps, je suis désolé. Je voudrais simplement remercier tous nos invités, et remercier la Fondation de Chabannes de nous permettre cet événement. Je voudrais remercier également tous nos invités d'avoir fait, gracieusement, je le souligne quand même, c'est important, le chemin de la brève pour venir alimenter ces réflexions. Je remercie Xavier Sautin du Journal Sud-Ouest d'avoir accepté d'animer la réflexion. Il sait le faire, on le connaît, on le lit dans les colonnes de Sud-Ouest. Il m'a dit d'ailleurs qu'on ne lisait pas assez. Il n'y a plus assez de lectorat dans Sud-Ouest. Alors il n'y a peut-être pas plus assez de lectorat dans Sud-Ouest qu'il y en a pour les autres périodiques, qu'ils soient régionaux ou nationaux. C'est d'ailleurs un sujet, c'est une question qui est posée. Mais on le voit aussi sur les écrans, puisqu'il anime les débats sur notre télévision locale qui est TV7. Par conséquent, c'est un technicien qui était tout à fait indiqué pour animer cet après-midi. Je remercie Xavier d'avoir accepté notre, non pas invitation, mais notre prière à cet égard. Voilà. J'ai terminé.
Merci, Monsieur le maire. Eh bien, effectivement, en tant que secrétaire général de la Fondation Jacqueline de Chabannes, qui possède ce château et ce domaine, je suis heureuse de vous accueillir et je vous remercie d'organiser ces 4e journées, cet événement récurrent qui montre à quel point les valeurs de notre temps s'enracinent et les idées politiques s'enracinent dans la pensée de Montesquieu. Mon ami Jean Terrel, spécialiste d'Aristote et ancien professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, a coutume de dire que Montesquieu, c'est l'Aristote des temps modernes. Effectivement, tout s'enracine et si nous sommes aujourd'hui en démocratie, eh bien, c'est sans aucun doute grâce à Montesquieu. Donc, c'est pour cela qu'au nom de la Fondation, au nom notamment de son président José-Louis Desfilis, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, je suis heureuse de vous accueillir sur les terres de Montesquieu. Donc, nous allons parler de la démocratie, c'est-à-dire de forcément le régime qui n'a pas forcément le plus développé, mais Montesquieu va donner les moyens de penser la démocratie. Et je voudrais, c'est de cela que je vais vous parler fort modestement, parce que d'autres spécialistes vont en parler au cours de cet après-midi, mais je voudrais surtout mettre cette intervention sous le signe de Jean Errard. Jean Errard, qui vient de nous quitter à l'âge de 97 ans, qui a été le premier président et fondateur de la Société Montesquieu, qui édite les œuvres complètes de Montesquieu, et qui a été le plus grand spécialiste de Montesquieu au XXe siècle et jusqu'à nos jours. Et donc, évidemment, ça a été une grande émotion pour nous tous qu'il parte ainsi. Et il me semble important de rappeler son nom, surtout parce que Jean Errard a été un grand démocrate, investi, engagé dans la politique. Il a été maire de sa ville de Riom, en Auvergne, une ville de 20 000 habitants. Et je pense que c'est ce qui nous aide à penser cette articulation entre la pensée et l'action, puisqu'il a réellement mis en œuvre ce qu'il avait pu apprendre au contact de Montesquieu. Et je voudrais ajouter, c'était un homme de bien. Et cela me paraît important parce qu'il croyait aux valeurs que Montesquieu, qui n'aurait sans doute jamais pensé que la démocratie pouvait s'installer en France. C'est contraire à l'esprit général de la France, contraire à ses traditions, à son histoire. Bon, il ne pouvait pas deviner que la révolution de 1789 allait passer par là. Donc, Jean Errard croyait aux valeurs de la démocratie parce qu'il croyait aux idées de Montesquieu. Et ce que je voudrais évoquer avec vous maintenant, c'est une question. Sommes-nous capables de vivre en démocratie selon Montesquieu? Comment Montesquieu définit-il la France, les Français, qu'on nous laisse comme nous sommes, un peu vains, avec beaucoup de vivacité et une humeur sociable? Nous avons les défauts de nos qualités, celles-ci compensent cela. Malgré nos défauts, nous pouvons vivre honorablement en monarchie. La monarchie s'accommode d'une humanité mêlée, des hommes et des femmes tels qu'ils sont. Qu'en est-il en démocratie? La démocratie requiert la vertu. Alors attention, ne faisons pas de Montesquieu un moraliste à courte vue. C'est la vertu, non pas morale, celle qui s'observe dans la vie privée, etc. C'est de vertu politique qu'il est question, de vertu civique. Et chaque société peut l'adapter à ses mœurs. Chaque citoyen doit être animé dans une démocratie de l'amour des lois et de la patrie, au nom de l'amour de l'égalité et de la frugalité. L'amour des lois et de la patrie, l'amour de l'égalité et de la frugalité, c'est une passion, l'amour. Cela prend un autre sens dans ce contexte politique. C'est une adhésion à la fois raisonnée et instinctive, sans réserve. La conviction qu'on ne peut pas vivre
sans les lois et la patrie, qu'on ne peut pas vivre sans l'amour de l'égalité et de la frugalité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui garantit notre liberté. La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens. Et pour cela, eh bien, ce n'est pas naturel, la vertu, cette vertu politique. Il faut y être incité par l'éducation, qui n'est pas l'instruction, qui est la formation aux valeurs morales, à quoi est consacré le livre 4 de l'Esprit des lois. Il faut former aux valeurs de la démocratie. Alors évidemment, Montesquieu le dit, ce sont des vertus héroïques, des vertus qui sont d'un autre temps. On le verra avec justement la démocratie grecque. Mais cet État ainsi voué à la frugalité, à l'égalité, c'est un État qui n'en est pas moins structuré hiérarchiquement, mais par l'organisation que s'est donnée le citoyen. Elle est cimentée par le respect. Respect des enfants envers les parents, j'y crois. Des femmes envers les maris, personne n'est parfait. Les choses ont évolué depuis le XVIIIe siècle. Bien. De tout homme envers les vieillards, c'est quelque chose auquel je crois de plus en plus au fil du temps. De chacun envers le gouvernement à qui il a confié l'autorité et qui le représente. Remettre en cause le gouvernement, c'est remettre en cause son propre pouvoir. C'est donc une société très ordonnée, très structurée, mais c'est une société qui doit, certes, voir s'effacer l'individu au profit de la société, mais en respectant toujours l'individu. C'est ce qui le différencie d'autres sociétés dont nous parlerons surtout demain. Et la question que je me suis posée, par exemple, c'est la question du devoir d'exemplarité. Chacun doit être, pour Montesquieu, dans la démocratie, on va dire la démocratie idéale, chacun doit être un exemple pour tous ses concitoyens. Mais attention, on n'est pas dans une société totalitaire. Jamais Montesquieu ne pouvait imaginer que l'on pourrait franchir les limites de la conscience et de la vie privée. On reste dans le domaine civique. Et surtout, la volonté de chacun doit s'exprimer et être respectée. La vie démocratique, j'ai dit, c'est une société très structurée, cimentée. Mais attention, nous dit-il dans les Considérations sur les Romains, toutes les fois qu'on verra tout le monde tranquille dans un État qui se donne le nom de République, on peut être assuré que la liberté n'y est pas. Ailleurs, il dit, un gouvernement libre est toujours agité. Autrement dit, le débat et parfois même le conflit sont signes de bonne santé démocratique, à condition que le conflit s'arrête une fois que la décision est prise, que la loi a été votée, si elle a été votée démocratiquement. La démocratie connaît des dangers. Le premier danger, c'est l'ambition personnelle. Sans doute Christophe Pébart évoquera la question de l'ostracisme qui était dans les démocraties grecques, le moyen, dans un certain nombre de démocraties grecques, le moyen de calmer les ambitions personnelles, d'éliminer les personnes qui voulaient prendre trop d'importance. Et Montesquieu est un des rares à son époque à se féliciter de l'ostracisme, de l'existence de cette mesure. Et les dangers de l'ambition personnelle, ils sont illustrés dans l'Angleterre du XVIIe siècle par Cromwell et dans l'Antiquité par César. Le deuxième danger, la suprématie d'une faction. Montesquieu n'aime pas tellement les partis, il les appelle factions. Je le cite, « Dans une république corrompue, la faction qui domine peut être aussi furieuse, c'est-à-dire folle, déchaînée, qu'un prince en colère. » Et il n'y a rien de pire qu'un prince en colère. Et le troisième danger, vous voyez qu'on élargit, c'est la toute-puissance du peuple en général, qui révoque ceux auxquels il a lui-même confié le pouvoir. Et en ce sens, il attente en réalité à lui-même. Et je vais le citer avec tout ce que cela implique pour le phénomène de corruption. Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité,
mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir, c'est-à-dire supporter, le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer, c'est-à-dire réfléchir et voter la loi, délibérer pour le Sénat, exécuter pour les magistrats et dépouiller tous les juges. Autrement dit, les trois pouvoirs sont concentrés dans les mains du peuple et dans ce cas-là, le pouvoir n'arrête plus le pouvoir comme il doit le faire. Mais ce qui me paraît très important dans la réflexion de Montesquieu, c'est que le peuple n'apparaît pas, le peuple qui représente ce si grand danger, ce peuple qui est avide de se mettre à égalité avec ceux qui le gouvernent, il n'est pas responsable de sa propre corruption. Il ne devient une forme agissante que s'il y est poussé. Il est sur une pente fatale. Je le cite. Le peuple tombe dans ce malheur lorsque ceux à qui il se confie, c'est-à-dire à qui il confie sa destinée, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu'il ne voie pas, pour que le peuple ne voie pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur. Pour qu'ils n'aperçoivent pas leur avarice, c'est-à-dire leur cupidité, ils flattent sans cesse la sienne. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le populisme, terme qui n'est apparu qu'au XXe siècle, du moins en ce sens-là. J'avais entendu une fois une définition du populisme que j'avais trouvée très bien. C'était et populiste, celui qui dit « je suis le peuple ». Évidemment, de manière autoproclamée. Ici, c'est celui, pour Montesquieu, c'est celui qui dit au peuple qu'il est tout. Et en fait, il ne le lui dit que pour en tirer les bénéfices. Ainsi, le populisme n'est pas seulement une pente fatale, c'est un cercle vicieux. Et pour finir, je vous citerai encore Montesquieu. La corruption augmentera parmi les corrupteurs et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics et comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusements du luxe. Mais avec sa paresse et son luxe, il n'y aura que le trésor public, c'est-à-dire l'argent public, qui puisse être un objet pour lui. Il ne faudra pas s'étonner si l'on voit les suffrages se donner pour de l'argent. On ne peut donner beaucoup au peuple sans retirer encore plus de lui. Mais pour retirer de lui, il faut renverser l'État. Plus le peuple paraîtra tirer davantage de sa liberté, plus il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt, ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s'élève et le peuple perd tout jusqu'aux avantages de sa corruption. Eh bien, c'est cela que je voulais rappeler, à l'ombre du château, entre le château et la ferme, dont Monsieur le maire a rappelé aussi l'importance, cette ferme dont la Fondation vient d'achever la restauration avec le soutien indéfectible de la DRAC, sous la surveillance d'Isabelle Casasso-Duro, directrice du château que j'ai plaisir à saluer. Donc, tout cela, eh bien, nous le mettons démocratiquement. Cela est ouvert au public désormais. Le château nous permet de conserver ses valeurs et la pensée de Montesquieu nous permet de les faire vivre. Je vous remercie. Bravo. Xavier Selon, le micro et l'organisation des choses. L'organisation des choses, on a un interlocuteur qui va s'absenter pour quelques minutes. Néanmoins, je demande aux deux autres invités de me rejoindre sur scène. Voilà, et de voir. Venez, suivez-moi. Beaucoup de choses ont été dites dans cette double introduction et on voit beaucoup de résonance. Installez-vous, messieurs. Allez-y. Beaucoup de résonance avec notre actualité. On le voit à la fois dans la pensée de Montesquieu. Alors, comme il vous l'a été indiqué et exprimé, pendant 2 jours, ça va être une vraie émulsion intellectuelle. On va se pencher sur toute une série de sujets. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Le son est bon? Toute une série de sujets qui vont nous projeter en arrière, qui vont
Vous en faites pas. J'ai meublé, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai entendu. Tout va bien. Je n'aurais pas dit mieux. Formidable. Maintenant, vous allez devoir dire mieux dans 20 minutes qui viennent. Alors, j'ai emprunté cette formule à Jean-Vincent Hollande, je vais vous présenter dans quelques secondes. La démocratie est une promesse sans cesse renouvelée. Une promesse, enfin non, la démocratie est un ensemble de l'expérience, c'est une promesse sans cesse renouvelée. Le problème des promesses, c'est qu'il faut les tenir, donc ça on va l'évoquer. Évidemment, il y a un débat permanent entre le rapport entre les gouvernés et les gouvernants, et c'est pour ça qu'on va se projeter un petit peu en arrière. Évidemment, il faut qu'on en comprenne les ressorts, les dynamiques et évidemment les écueils. Entre antiquité, temps moderne, évidemment difficile de ne pas parler de Montesquieu, puisque ces conceptions, je vous rappelle la séparation des pouvoirs, mais vous savez évidemment, ont contribué à définir les principes de nos démocraties occidentales. Alors, j'ai aussi trouvé une phrase de Raymond Aron dans un de vos papiers, décidément vous êtes une source fondamentale. À propos de la France, c'est Raymond Aron qui écrivait « La France est immuable et changeante ». La question aujourd'hui qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il en est de même pour la démocratie? Est-ce qu'elle est immuable? C'est une vraie question. Est-ce qu'elle est changeante? J'ai une petite idée là-dessus. Nos trois invités, je vous les présente. Jean-Vincent Hollande, que je viens de citer abondamment. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci d'être là aujourd'hui. À ma gauche, Hugo Toudy, vous êtes directeur adjoint de l'Institut international de recherche de l'Université de Chicago. Et vous êtes spécialiste de Montaigne, j'allais dire. Quelle erreur. Montesquieu. On me l'a fait souvent. Pardon. Spécialiste de Montesquieu. Et Christophe Ebart, donc retardataire, mais tout va bien, maître de conférence en histoire grecque à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et ça tombe bien, l'actualité nous sert. Vous venez de publier ce livre avec Barbara Stiegler qui s'appelle Démocratie, point d'exclamation manifeste. Vous allez nous en dire un mot au cours de cet entretien. Pour commencer tout de suite, je me tourne vers vous, comme on a dit qu'on regardait dans le rétroviseur, Christophe Ebart, on va le faire avec vous. Première question assez simple et très large. Quels étaient les principes et caractéristiques de la démocratie athénienne? L'incise, c'est quelles sont les grandes différences avec notre démocratie aujourd'hui? C'est une très bonne question. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci aussi beaucoup à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette rencontre. En fait, c'est une question qui est très piégeuse parce que si je réponds directement à votre question, je donne l'impression que j'accepte la distance qu'il y aurait entre les anciens et les modernes. C'est-à-dire que je la considérerais comme établie. Autrement dit, ça a été dit tout à l'heure, ça voudrait dire que j'accepte, par exemple, je vais le dire tout de suite pour qu'on se mette à parler des choses qui nous intéressent, que j'accepte tout de suite que nous vivons aujourd'hui en démocratie. Or, pourtant, si je vous dis, si on faisait un petit sondage comme ça en direct dans la salle, si je vous demandais, est-ce que vous pensez sérieusement que le peuple français gouverne effectivement la France aujourd'hui, je pense que le résultat ne serait pas une réponse positive. Autrement dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons accepté progressivement, disons depuis 2 siècles, nous avons accepté l'idée d'appeler démocratie un régime dans lequel le peuple ne gouverne effectivement pas. Alors vous pouvez dire, c'est peut-être de la critique, cet individu a l'air manifestement très à gauche, mais non. Je vais me mettre sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, qui, il n'y a pas très longtemps, a déclaré, je le cite, 2 points, ouvrez les guillemets, entre ma popularité et l'intérêt général, je choisis l'intérêt général. Fermez les guillemets. Je choisis l'intérêt général. Une seule personne choisit l'intérêt général et arbitre entre sa popularité, c'est-à-dire l'adhésion du peuple à ce qu'il fait, et ce qu'il juge bon de faire. Donc vous voyez que dans cette phrase, vous avez résumé la conception contemporaine qui, en plus, en ce moment, en train de s'intensifier, qui consiste à nous faire accepter l'idée qu'une bonne politique est une politique impopulaire, c'est-à-dire non majoritaire. Alors qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou mauvais. Je vous décris la situation telle que les gouvernants la décrivent. Après, vous pouvez très bien considérer que ce système est formidable et que nos dirigeants savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors, mais c'est ce qu'ils disent. Maintenant, j'arrive à votre question. Voilà, Christophe Ebart, parce qu'on va y revenir évidemment, je sens chaud sur le sujet d'ailleurs. Je ne suis pas chaud, mais je pense que c'est important de le dire, parce que sinon, si on accepte de dire... On va y venir. Sinon, je peux vous le faire facilement, c'était une démocratie directe, nous sommes une démocratie représentative. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'idée de la démocratie, je vous le dis en détail, s'il vous plaît. voilà. Les caractéristiques, faites simple. La caractéristique première,
c'est que les Grecs, les Athéniens, ont inventé le mot démocratie, démocratia, démos kratos, pour décrire leur propre régime dans lequel le peuple gouvernait effectivement la cité. C'est-à-dire le peuple se gouvernait lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je le dis d'une phrase et puis ensuite, dans le débat, on pourra développer. Ça veut dire une chose toute simple. Ça veut dire que le peuple votait des décisions qui l'affectaient directement. Exemple. Quand la cité d'Athènes votait la guerre contre ses voisins, on ne votait pas la guerre, c'est-à-dire on ne décidait pas qu'une armée de métiers allait partir. On décidait en levant sa petite main à l'Assemblée, à la PNIX, que j'allais partir à la guerre. C'est-à-dire que vous étiez obligé, là c'est pas un débat philosophique, enfin, c'est aussi un débat philosophique, mais c'est un débat très pratique, vous devez, ce jour-là, arbitrer entre l'intérêt général, la cité et votre propre vie, c'est-à-dire votre intérêt privé au sens le plus intense possible, puisque c'est votre propre vie, votre propre confort, etc., que vous mettez en balance avec l'intérêt général de la cité. Vous voyez, quand on prend cet exemple, et j'en ai fini, et quand on le compare avec des députés qui votent, par exemple, la baisse des APL à 5 € qui ne les concerne pas, vous avez tout l'écart qui existe entre notre système politique et le système politique que les Athéniens appelaient démocratie, c'est-à-dire où les gens votaient leur propre sort, leur propre histoire, ils écrivaient leur propre histoire à l'Assemblée, ils n'écrivaient pas l'histoire des autres. Et c'est en ce sens-là que j'ai, au fond, anticipé votre opposition pour dire que, pour moi, si on appelle démocratie au sens étymologique du terme un régime dans lequel le peuple gouverne, alors effectivement, l'idée que nous serions en démocratie, mais différente de celle des Athéniens, pose problème parce que nous sommes dans un système dans lequel, de manière ouverte, délibérée et explicite, le peuple ne gouverne pas. Alors, c'est un point de vue qui va être débattu, je pense, après-moment. Justement, Vincent Hollande, je vous voyais le prendre quelques notes par rapport à l'expression de Christophe Pédard. Il nous a donné un exemple de ce qui est représenté, enfin, sur une caractéristique, si on peut, dans ce plan de coupe, voilà, s'il fallait trouver des différences fondamentales, peut-être que vous allez moins m'échapper que Christophe Pédard sur le sujet, mais voilà, quelle différence avec nos démocraties modernes si on regarde la démocratie athénienne? La vraie différence, c'est celle de la représentation. Avant le débat, c'est-à-dire, c'est ce qu'évoque notamment Montesquieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le peuple ne gouverne plus directement, mais donne mandat à des représentants pour le représenter, évidemment c'est un changement majeur, sinon radical, de perspective. Cela étant, puisqu'il faut quand même discuter. Je ne suis pas spécialiste de la démocratie grecque, je ne suis pas antiquisant moi-même, même si j'ai beaucoup travaillé sur ces expériences démocratiques. Il me semble quand même, mais vous allez peut-être me corriger, que déjà les expériences démocratiques à Athènes ont été réelles, mais pas si longues, très mouvementées aussi, que les institutions athéniennes sont des institutions fondées effectivement sur cette dimension d'assemblée, d'ecclésia, de peuple effectivement qui s'affirme, qui s'auto-gouverne, mais qui avait aussi des embryons de représentation à travers le Conseil et fondé sur le tirage au sort, non pas sur l'élection, qui pose tout un tas de problèmes. L'élection, puisque évidemment crée une forme d'aristocratie, parce que tout le monde ne peut pas être élu. Par définition, le terme même d'élection a une connotation en quelque sorte, qui pose question. Et donc le tirage au sort, à cet égard, est un instrument, comme l'ostracisme, visant à, en quelque sorte, tempérer la dimension qu'on pourrait qualifier d'aristocratique ou, dans sa version corrompue, d'oligarchique. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, sur la question de la guerre, de la décision de guerre, et je sais que les Athéniens ont fait la guerre, le problème de la parole, de la magistrature de la parole, et de ceux qui savaient parler par rapport à ceux qui savaient moins s'exprimer, pouvait se jouer aussi. Si on prend l'exemple de Périclès, qui exerçait une forme d'autorité morale, stratégique et politique à Athènes, c'était d'une certaine manière, il faisait partie de ces aristoïdes, de ces meilleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, il y a quelque chose comme une impulsion démocratique, je suis d'accord avec mon collègue, mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que dans l'Antiquité grecque, dans l'expérience antique, il y a trois aspirations. C'est la théorie des régimes, que reprend Montesquieu, c'est-à-dire l'aspiration démocratique, l'aspiration aristocratique, cette espèce de penchant qu'ont les meilleurs, ceux qui se croient les meilleurs
à travers la guerre, à travers la parole, à travers différentes actions humaines, cette impulsion aristocratique, et puis l'impulsion monarchique, le pouvoir de l'un qui peut se muer en effet en tyrannie, et à ce moment-là, la tyrannie étant une version corrompue de la monarchie. Et donc ce qui est peut-être important ici, même si c'est déjà avancé dans l'histoire, c'est de dire qu'en fait, les penseurs modernes, Montesquieu par exemple, s'appuient non pas sur disons ce qu'on pourrait appeler la théorie de la démocratie, mais la question du régime, et notamment du régime mixte. Il y a l'idée que la vraie question fondamentale de la science politique, c'est la question de savoir quel est le meilleur régime pour gouverner l'humanité, gouverner les humains. Et la réponse qui est donnée par la majeure partie des philosophes grecs, Aristote, Platon, après l'expérience démocratique, c'est que ce n'est pas la démocratie. Et Montesquieu, d'une certaine façon, répond la même chose. Pourquoi ? Parce que la démocratie pure, en quelque sorte, ou la démocratie radicale, d'une certaine façon, ne fait pas droit aux différentes aspirations qui peuvent exister dans un commun. Voilà. C'est pour ça que, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant, mais il faut remettre en perspective. Il y a quelques nuances. Alors, justement, je me tourne vers Hugo Toudy. Vous êtes spécialiste de Montesquieu. Oui. Jean-Vincent Hollande aurait pu dire, on disait, Montesquieu a jeté les bases de la démocratie occidentale. Oui, ce n'était pas son régime préféré. Oui. Alors, oui, je vais vous le dire tout de suite. Alors, je ne vais pas reprendre mes collègues pour leur donner des brevets d'authenticité en montesquianisme, mais non, avant toute chose, j'aimerais remercier d'abord les organisateurs pour ce très bel événement et m'associer à l'hommage qui a été donné par Catherine Volpiac-Auger à Jean Errard, qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui a beaucoup compté pour mes propres travaux sur Montesquieu. Voilà. Alors effectivement, donc vous avez posé la question terrible pour tous les spécialistes de Montesquieu, la question taboue, c'est-à-dire quand on lit un philosophe politique, on essaye toujours de savoir le régime qu'il préférait, le conseil qu'il aurait donné aux gouvernants. Et pour Montesquieu, donc vous avez des querelles de chapelle, vous avez donc des débats, des fratries, des factions qui se créent. Il y a en gros deux réponses majeures qui sont amenées, et on est obligé de revenir aux Américains donc pour comprendre pourquoi. Donc il va falloir qu'on fasse un détour de la Brède jusqu'à Philadelphie, voilà, donc l'Amérique du XVIIIe siècle. Très bien. Alors, si on prend le débat aujourd'hui, avant de faire un retour dans le temps, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près deux réponses. Une des réponses, ce serait de dire que Montesquieu, finalement, est en accord avec un certain type de monarchie française. Pas la monarchie française qu'il a connue, lui, puisque, comme vous le savez, Montesquieu détestait l'absolutisme Louis XIVien. Il a beaucoup écrit contre Louis XIV et il trouvait qu'il y avait une dérive despotique dans le gouvernement de Louis XIV. C'est-à-dire que peu à peu, dans le gouvernement de la monarchie française sous Louis XIV, eh bien, le roi s'était peu à peu accaparé tous les pouvoirs et ne respectait plus ce que Montesquieu appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les parlements. Montesquieu était, comme vous le savez, président à mortier du Parlement de Bordeaux. Et donc, les parlements enregistraient la loi et pouvaient ensuite faire des remontrances au roi s'ils estimaient que les lois qu'avait votées le roi, qui possédait l'exclusif du législatif, si le Parlement trouvait, si les parlements, disons dispersés sur toute la France et notamment à Paris, s'ils trouvaient que ces lois allaient contre les lois fondamentales du royaume, alors il pouvait envoyer une remontrance au roi en lui disant qu'il ne fallait pas adopter cette loi-là. Mais c'était simplement un conseil, évidemment. Et sous Louis XIV, ces remontrances sont, pour ainsi dire, passées à la trappe. Donc Montesquieu avait plutôt en vue une monarchie avec des parlements qui fonctionnent, avec des cours de justice qui sont établis et administrés par la noblesse. Et donc, si vous voulez, c'est une monarchie tempérée, une monarchie modérée, donc où le pouvoir, finalement, est là aussi contrebalancé par différents corps dans le royaume et où le pouvoir n'est pas l'exclusif d'un seul homme, le roi. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une deuxième possibilité, et alors ça, c'est l'interprétation qui est née au XVIIIe siècle aux États-Unis et qui a été reprise de manière magistrale, je ne sais pas si Catherine sera d'accord, mais par l'école des Straussiens, donc de Chicago, voilà, qu'aujourd'hui je représente. Enfin, disons, je représente l'université de Chicago, pas les Straussiens, puisque vous avez ce penseur, Léo Strauss, qui a enseigné à Chicago, et qui a, lors de l'hiver 68,
6, a donné un cours à ses élèves qui vont ensuite devenir en fait les meilleurs spécialistes de Montesquieu de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc ce séminaire de Léo-Strauss a une influence magistrale. Léo-Strauss va dire que pour Montesquieu, le seul régime viable, le seul régime possible, c'est l'Angleterre. Mais qu'est-ce que l'Angleterre? Alors là, ce sera le grand débat, parce que... Je retombe parfaitement sur l'idée, c'était ma question, parce qu'ici c'est l'actualité. Laura Charles était hier à bord dans quelques services de ça. Et c'est une question un peu idiote, mais je la pose quand même. Pour un supporter de rugby, c'est dur à admettre. Mais pour cette question de la démocratie, on doit beaucoup aux Anglais, non? Ah oui, alors oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, énormément, parce que à l'époque où écrit Montesquieu, donc ça Catherine l'a très bien montré, Montesquieu finalement va avoir un changement. Alors ça c'est dans ma thèse, je travaille là-dessus. Montesquieu va complètement changer d'avis par rapport à l'Angleterre. Si vous prenez ce qu'il écrit au début de sa carrière, notamment dans ses pensées, Montesquieu parle de l'Angleterre, donc c'est le fragment, pas le fragment, c'est la pensée qu'a cité tout à l'heure Catherine, la pensée 32. Montesquieu regarde l'Angleterre et dit mais qu'est-ce que c'est finalement que tous ces gens qui se battent entre eux? Il se rappelle de la Révolution anglaise, de Cromwell, etc. Montesquieu voit l'Angleterre et se dit, mon Dieu, mais finalement, ils ont essayé d'établir la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont eu au final? L'anarchie. Et ils ont dû rétablir le roi. Donc finalement, le résultat est absolument négligeable, voire tout à fait terrible. Mais en réalité, Montesquieu va partir en Angleterre. Il va faire un grand tour et va rester près de 2 ans en Angleterre. Et lors de ces 2 années, eh bien, un changement va s'opérer. Évidemment, il va être en contact avec les intellectuels de l'époque, il va lire énormément la presse, il va lire également Machiavel, il va lire les grands républicains de l'époque, Sidney et Harrington. Et dans l'Esprit des lois, son œuvre majeure, qui va être lue tout le long du XVIIIe siècle, qui est le best-seller du XVIIIe siècle. On ne peut pas fonder ou penser un régime politique sans avoir lu l'Esprit des lois, c'est complètement ridicule. Eh bien, l'Angleterre devient le régime le plus célèbre. Et alors, ce régime, mais le problème avec Montesquieu, c'est toujours pareil, c'est qu'on pourrait se dire, bon, si pour répondre à votre question, finalement, roi Charles, c'est simple, c'est une monarchie puisqu'il y a un roi. Oui, mais on voit bien que le roi Charles, tous les discours qu'il a lus ont été écrits à Downing Street, c'est-à-dire au siège du gouvernement élu par le peuple. Donc, si vous voulez, il y avait alors, c'était un autre problème à l'époque, mais déjà Montesquieu disait, mais qu'est-ce que c'est que ce régime? Il dit, c'est une république qui se cache sous une monarchie. Ça, c'est absolument fondamental. Une république, donc c'est exactement la même chose pour le coup avec l'Angleterre aujourd'hui. Voilà. Et alors, c'est une question extrêmement polémique à laquelle je ne pourrais pas répondre. Et je suis sûr que... donc, je vais me défausser sur mes collègues. Je pense que Christophe et Jean-Vincent... Je sais ce que vous Oui. Non, mais on sera surpris. Non, mais... Cette question du régime politique est une question qui est demeurée essentielle. C'est-à-dire cette question... Vous m'entendez? Pardon. Oui. Cette question du régime politique, c'est une question qui est restée essentielle pour l'action politique et pour la science politique elle-même. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la Ve République s'est fondée sur fond de crise politique majeure, avec un risque de désunion très important qui a conduit en quelque sorte au retour du général de Gaulle et à des convictions selon lesquelles, je ne sais pas si c'est une monarchie déguisée en république, mais en tout cas un régime qui entend donner une place fondamentale au pouvoir exécutif et à la figure monarchique, disons, du président de la République. Donc oui, évidemment, c'est un élément important, mais qu'il faut mettre en perspective, non seulement au regard de l'histoire française, et notamment de ce que Montesquieu peut dire de cette histoire, de cet héritage antérieur à la Révolution française. De Gaulle, sans doute, était sensible, il était marqué par un certain conservatisme politique, aussi par un certain souci d'un certain nombre de questionnements contemporains, et d'une certaine façon, s'exprime une forme de modération. Je ne sais pas si elle est inspirée de Montesquieu, sans doute pas, parce que ce n'était pas sa culture politique, et sans doute pas d'ailleurs, sans doute que la différence fondamentale, c'est que De Gaulle ne regardait pas du côté de la perfide Albion, qu'il avait plutôt une certaine défiance pour ce modèle-là, mais ce qui est vrai,
c'est que sa conviction était que, voilà, que la France ne pouvait pas être gouvernée par le régime des partis, par exemple, contre lequel il s'est toujours opposé, parce que justement, la 4ème République était un régime qui, selon lui, ne pouvait pas être gouvernable et ne permettait pas au peuple français, disons, et pas seulement au peuple, mais à la nation, disons, de s'épanouir. Mais voilà, au fond, ce que je veux dire ici, c'est que cette question de la démocratie, elle est fondamentale, bien sûr, parce qu'elle renvoie à ce que nous sommes, à notre identité politique. Elle renvoie aussi à l'histoire d'une promesse, c'est-à-dire d'une capacité du peuple à se gouverner lui-même, mais dans l'esprit des penseurs et des acteurs, elle n'est qu'une possibilité parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans dans une forme de naturalisation de la démocratie. La démocratie était sans doute un bien très précieux, elle est même un élément fondamental. C'est vrai, quand vous avez pris la parole au début pour dire on n'est pas en démocratie, bon, c'est vrai que je suis plutôt un spécialiste de relations internationales, j'ai travaillé sur la démocratie, mais je dirais dans une autre vie, avec d'ailleurs un élève indirect de Léo Strauss, donc c'est vrai que ce sont des questions qui m'intéressent, mais c'est vrai quand on voit aujourd'hui la situation internationale dont on va parler demain, j'ai un peu de mal quand j'entends les critiques qu'on peut faire sur la France, et je suis le premier à penser qu'il y a des vrais gros problèmes, mais quand j'observe ce qui se passe en Russie, quand j'observe ce qui se passe en Chine, je mesure aussi le prix de la liberté, et notamment de la capacité des citoyens à s'exprimer par le vote, à s'exprimer, voilà. Et c'est sans doute insuffisant, c'est sans doute critiquable, c'est sans doute un moindre mal, et sans doute pas conforme à l'aspiration des Grecs, des Athéniens, mais tout de même, il faut quand même replacer les choses là aussi dans le contexte international et dans le fait qu'aujourd'hui, il y a de véritables attaques contre la démocratie qui sont menées par des régimes qui ne le sont pas et qui ne veulent pas l'être. Voilà, donc j'entends les dérives autoritaires qui peuvent exister dans les pays des vieilles démocraties, etc. Mais il me semble qu'on est encore aujourd'hui, jusqu'à un certain point, dans une démocratie. Alors, Christophe Hébert. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Alors, maintenant que je vous ai tous fait croire que j'étais un militant, je vais pouvoir devenir un philosophe. Donc, vous êtes historien, non? Vous savez, je vous laisse l'étiquette que vous voulez, ça m'est égal. C'est ce qui est écrit sur votre bouquin. J'ai contribué à un livre où il y a beaucoup de philosophie et de sciences sociales, donc au fond, peu importe. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par la question des régimes et des dénominations politiques. D'abord, il faut commencer par se rappeler que notre classification politique, monarchie, oligarchie, aristocratie, démocratie, elle vient directement des Grecs. C'est-à-dire tout notre vocabulaire vient des Grecs. Alors après, on peut s'asseoir dessus et dire leur définition de la démocratie ne m'intéresse pas, mais il faut bien voir que ce n'est pas juste un mot qu'on prend chez eux, c'est l'ensemble de notre vocabulaire, tyrannie aussi, enfin, l'ensemble de notre vocabulaire, il vient des Grecs, il vient de cette réflexion. Cette réflexion, elle a une histoire. C'est-à-dire, elle ne s'est pas... elle n'est pas aboutie comme ça. Donc, par exemple, quand on a parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le régime mixte, c'est-à-dire cette idée qu'on va mélanger, hein, c'est une forme ancienne de en même temps, on va mettre un peu de démocratie, un peu d'aristocratie et un peu de monarchie. C'est une idée qui a une histoire. Elle n'apparaît pas comme ça au début de la réflexion des Grecs. Elle apparaît un petit peu chez Aristote et surtout chez Polybe, qui va être le grand défenseur de cette théorie. Pourquoi faire? Pour expliquer qu'on peut passer d'Athènes et des Grecs aux Romains. Voilà, c'est pour ça qu'il fait ça. Et donc, dans son grand livre, Les Histoires, dans le livre 6, il explique exactement comment, en fait, ne vous inquiétez pas, tout le monde est servi, il y a un peu de démocratie, un peu d'aristocratie, un peu de monarchie. Mais moi, les Grecs qui m'intéressent, dans mon livre, voilà, je fais un peu ma pub, 5e siècle avant Jésus-Christ, eux, ils inventent la démocratie. Ils n'inventent pas le régime mixte, ou etc. Ils sont au contraire au moment où on est en train de mettre en place ce vocabulaire. Pourquoi faire? Pour décrire ce qu'ils sont en train de faire concrètement. Et ils ne se sont pas réunis dans un colloque ou dans un cénacle pour dire quel serait le meilleur régime. Ça, c'est une question de philosophe, mais ça arrive à partir du IVe siècle, avec Platon, qui est un adversaire résolu, je le rappelle, de la démocratie, qui ne défend pas du tout le régime mixte, mais qui en fait défend une tyrannie, confère les lois, et en particulier le politique. Je peux en faire le commentaire si vous voulez, mais c'est dans le livre Démocratie et Manifeste, c'est rappelé. Non mais je le dis parce que ça doit être rappelé. Platon, c'est pas quelqu'un qui nous aide à penser, c'est quelqu'un qui défend philosophiquement la tyrannie. Et si c'est possible, je peux en faire la démonstration et je ne suis pas le seul. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand il forge le mot démocratie, et on sait, je ne rentre pas dans le détail, qu'il y a beaucoup de débats pour donner ce nom, parce que c'est pas évident, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux, ils font quelque chose avec le démos qui vote, ils disent qu'est-ce que c'est. Je rappelle pour que vous compreniez quand même les chiffres.
Il y a 60 000 citoyens et il y a entre 6 000 et 10 000 citoyens qui se réunissent 2 à 3 fois par mois. D'accord? Donc vous voyez, ce n'est pas 300 personnes sous un baobab en train de se demander comment on va faire un consensus. C'est des gens qui règlent des questions d'inflation, de guerre, de géopolitique à l'échelle de la Méditerranée entière, qui sont obligés de réfléchir aux importations de blé, parce que 75% de la population athénienne meurt de faim l'année 1, si jamais les convois de blé, vous voyez, c'est l'actualité, n'arrivent pas depuis la mer Noire. Donc vous voyez que ce sont des questions politiques extrêmement importantes qu'ils règlent. Ils ne règlent pas des petites questions locales, de voisinage, etc. Ils règlent des grandes questions politiques, de l'inflation, comment on agit sur les marchés pour faire baisser les prix pour qu'on puisse manger tous les jours, quels impôts on fait, qui paye les impôts, enfin bref, je pourrais continuer, et ce sont des discussions qu'ils mènent eux-mêmes, directement. Et contrairement à ce que dit Montesquieu, ils n'ont jamais, les Athéniens, eu cette idée de dire tout le monde aura les mêmes revenus et on va piquer l'argent à tous les riches. Ils avaient les moyens numériques de le faire. Ils ne l'ont jamais fait. C'est bien, vous voyez que quand on donne le pouvoir au peuple, ils ne sont pas obligés d'être gouvernés par leur estomac et en disant bah, chic, on va en profiter, on est plus nombreux, on va récupérer. Donc, quand on invente le mot démocratie, et là on est au cœur de notre débat, on n'invente pas le régime mixte, etc. On essaye de nommer quelque chose dans lequel le peuple gouverne effectivement. Et pourquoi il gouverne effectivement? Pour 2 raisons. D'abord parce que, comme je l'ai dit, il prend directement les décisions pour lui-même. Le tirage au sort qui a été évoqué tout à l'heure n'est pas un moyen de contrer l'élection. Le tirage au sort, c'est une manière institutionnelle d'encourager la participation. Et pourquoi la participation les intéresse? Parce qu'ils considèrent que c'est en participant qu'on se forme à la démocratie. On ne se forme pas à la démocratie dans une réflexion théorique, etc. On se forme à la démocratie parce que chacun d'entre nous a la capacité réelle et effective de participer à la prise de décision. Qu'est-ce qu'ils font? Le conseil, c'est donc 500 personnes qui préparent les réunions de l'Assemblée, qui met en forme, etc. Ces gens sont tirés au sort et on ne peut l'être que 2 fois dans sa vie. Ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes réduit la possibilité de façon à ce qu'il y ait le plus de gens possible. Pour que vous compreniez de quoi on parle quand on dit le Conseil, c'est du niveau d'être tiré au sort à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, et pour que vous puissiez comprendre à quel niveau de responsabilité on se place. Donc on n'est pas, vous voyez, dans un conseil municipal avec un petit budget participatif, quel que soit le respect que tu peux avoir pour un budget participatif. C'est l'objet du débat qui suit. Oui, mais c'est la totalité du budget. Vous voyez? Donc, quand plus tard, un siècle plus tard, on met en place les questions de régime mixte, c'est précisément pour en finir avec cette hypothèse qui est celle que le peuple se gouverne lui-même et qu'il a réussi à le faire effectivement pendant plus de 2 siècles. Alors bien sûr, il y a eu des débats, ils n'ont pas toujours été d'accord, mais 2 siècles d'histoire avec des dizaines de milliers de gens réglant des problèmes géopolitiques à l'échelle de la Méditerranée, finalement, c'est pas si mal. Vous voyez? Et je vous conseille, si vous êtes dans une commune de 60 000 habitants, d'aller voir votre maire et de lui dire écoutez, je sors d'un débat, on nous a expliqué qu'à 60 000 c'est possible, qu'est-ce qu'il va vous répondre? C'est trop compliqué, vous n'y comprenez rien, etc. Donc vous voyez bien que la taille, en réalité, est un argument de facilité parce que nous ne voulons pas affronter cette question qui n'est pas est-ce que c'est bien ou mal, mais est-ce que nous voulons qu'effectivement le peuple se gouverne lui-même. Et cette question, c'est celle que les Athéniens ont posée, à laquelle ils ont apporté une réponse qui est la leur. Il ne s'agit pas de vouloir copier, mais ce que je propose, c'est que nous entendions leur réponse, non pas pour l'imiter, pour en faire pareil, mais pour se dire, puisqu'il y a 2500 ans, des gens se sont dit que c'était possible, ils l'ont réalisé pendant 2 siècles, peut-être que ça vaut le coup de se reposer la question dans notre modernité pour réenvisager la possibilité d'un peuple se gouvernant effectivement lui-même. C'est ça l'enjeu. Alors l'enjeu, on va revenir aussi à notre sujet, évidemment. Enfin, le débat est absolument passionnant, mais j'aimerais qu'on revienne un peu à Montesquieu quand même, puisqu'on est là sur cette terre. Aujourd'hui, Hugo Zudi, comment les idées de Montesquieu ont influencé au fond la conception des démocraties modernes? Alors oui, merci. Eh bien, en fait, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit par mes 2 collègues. Non, mais parce que justement, ce qu'ont dit mes 2 collègues est tout à fait juste. Et pour revenir juste sur ce que disait Christophe Hebart à l'instant, effectivement, donc ce régime a disparu. Voilà, le régime de la démocratie a disparu historiquement. Et donc, il a été remplacé par différents types de régimes. Et si on prend le cas de la France, évidemment, comme chacun sait, eh bien, jusqu'au XVIIIe siècle, la France était administrée par une monarchie
qui a connu là aussi des développements historiques, le féodalisme, etc. Et puis progressivement, le pouvoir s'est concentré. Montesquieu pense qu'il y a toujours un processus de concentration du pouvoir. C'est pour ça qu'il dit tout homme qui a du pouvoir, alors là évidemment ça j'aurai un trou, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Voilà. Donc finalement, c'est pas un jugement sur la nature humaine, c'est un jugement sur la nature politique. Hein. Donc le pouvoir a un effet sur celui qui le possède. Hein. On le voit dans plusieurs films, séries, et même le moindre pouvoir que l'on donne à n'importe qui, même ce soit le pouvoir de syndic par exemple dans un petit immeuble de 3 appartements, il peut arriver des dérives despotiques au moindre niveau, parce que c'est l'effet du pouvoir. Et donc Montesquieu pense que cet effet-là arrive lorsqu'un roi a du pouvoir, mais également lorsque le peuple a le pouvoir. Donc c'est sans doute une des grandes différences avec Machiavel pour Montesquieu. Le peuple n'a pas de supériorité morale par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que dès qu'il aura du pouvoir, il cherchera à en avoir plus. Et il est vrai que la solution de la constitution mixte, hein, c'est-à-dire d'avoir différents états sociaux à l'intérieur d'un même gouvernement, c'est une façon de limiter le pouvoir et de ne jamais compter sur la bonté des gens, du peuple, du roi, des élites. Jamais. Montesquieu ne pense qu'il ne faut jamais compter là-dessus. Donc, pour rebondir, donc ce gouvernement a disparu. Et puis, eh bien, il y a eu une renaissance, mais une renaissance, et c'est pour ça que ça ne colle sans doute pas exactement avec le titre d'aujourd'hui, les Américains ont inventé un régime qui s'appelle la République, qui n'est pas la démocratie. Les Américains détestaient la démocratie. À un moment donné, ça a été dit tout à l'heure, ce terme de démocratie pure, de pure démocratie, c'est un terme qui est rejeté aux États-Unis. Donc, comme vous le savez, les Américains s'émancipent en faisant la guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Les 13 anciennes colonies américaines deviennent indépendantes, et alors se pose la question de savoir dans quel régime elles vont vivre. Alors là non plus, elles ne se mettent pas dans une salle et réfléchissent, ça se fait après ou pendant des combats. Et les Américains sont, disons, le premier pays au XVIIIe siècle à tenter quelque chose, alors que le monde est dominé par des par des monarchies despotiques. Eh bien, ils tentent une forme nouvelle que nous, on appellerait démocratie, mais que eux appellent république. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils appellent cela République ? Eh bien, parce qu'ils lisent Montesquieu et que tout simplement, ils voient bien que la démocratie, pour Montesquieu, donc c'est ce qu'a expliqué Christophe Pépard, c'est un régime qui... Montesquieu ne fait pas de jugement, il n'est ni bon ni mauvais, mais pour Montesquieu, c'est un régime qui ne s'applique qu'à une échelle extrêmement restreinte. La démocratie ne peut consister qu'à rassembler des populations de faible importance, tout du moins par rapport à ce qu'étaient les États-Unis de l'époque, donc 3 millions d'habitants, sans compter, d'ailleurs comme en Grèce, sans compter la population esclavagisée. Voilà, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, ils se disent que, vu le nombre d'habitants, et vu la taille immense des territoires, il est impossible aujourd'hui d'avoir le peuple qui se réunisse parce que tout simplement, d'un point de vue technique, vous ne pouvez pas voyager en réalité. Vous ne pouvez pas, pour aller voter, vous ne pouvez pas. Et puis économiquement, c'est impossible. Vous ne pouvez pas prendre une semaine, disons, de temps. Voilà, alors je sais que là aussi, Christophe Hébard sait mieux que moi, il y a eu des moyens économiques qu'on a trouvés pour permettre aux gens de se déplacer et d'aller voter et de ne pas travailler pendant ce temps-là. Mais aux États-Unis, cette solution n'est pas retenue. La solution qui est retenue, c'est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui doit beaucoup à Montesquieu, parce que c'est celle qu'il regarde en Angleterre, c'est-à-dire des représentants. Voilà. Donc nous vivons aujourd'hui, on appelle ça une démocratie représentative. C'est un terme qui ne veut rien dire. Une démocratie est soit non représentative et un gouvernement est soit représentatif, mais ça ne peut pas être les deux. Donc c'est un néologisme complet. Vous allez rester pour le préciser. Ah oui, avec plaisir. Ah oui, pardon, je ne voulais insulter personne, hein, bien sûr. Vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit, Jean-Vincent et Laurent ? Oui, parce qu'effectivement, on a peu à peu introduit une question qui est fondamentale, politiquement parlant, très concrète, et qui est importante aussi bien pour les Grecs que pour Montesquieu, qui est la question, en effet, du pouvoir. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai enjeu. C'est-à-dire que ce qui caractérise la démocratie, ça a été très bien dit par mon voisin, c'est l'idée qu'en effet, le peuple exerce tout le pouvoir. Au fond, c'est ça, sous notre contrôle. Pardon, vous embêtez le micro. Il exerce tout le pouvoir. Au fond, c'est ce contre quoi s'oppose résolument Montesquieu et, disons, la pensée libérale, démocratique, moderne. On n'a pas encore parlé de démocratie libérale, peut-être qu'il serait temps d'introduire cette épithète
ô combien controversé. Si vous et voilà, au fond, on l'a déjà un peu dit, un peu filigrane, ce qui préoccupe Montesquieu, c'est cette question de la concentration des pouvoirs, des abus de pouvoir, la question donc de l'équilibre des pouvoirs, qui implique une forme de séparation entre les différentes fonctions fondamentales, la fonction produire, d'écrire les lois, la fonction législative, la fonction judiciaire et la fonction d'exercice du pouvoir au sens exécutif du terme, de mise en œuvre. Et donc effectivement, dans la, disons, la vision pure, j'aime pas le mot, mais disons fondatrice de la démocratie, il y a cette idée que toutes ces trois fonctions, d'une certaine manière, sont concentrées dans le peuple, ce qui est effectivement un scénario fondamental, un scénario majeur, mais qui n'est pas celui qui a été retenu, et là je ne fais pas de jugement, c'est pas... Voilà, mais qui n'a pas été retenu par disons, dans l'ère occidentale. Les démocraties en tout cas, sur lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire les démocraties européennes, la démocratie américaine, etc. Parce que justement, la crainte exercée par ce régime, qui explique qu'il a disparu, c'est qu'au fond, la concentration du pouvoir au sein du peuple représentait un danger. Peut-être que c'est ça qui est dangereux, peut-être que c'est de ne pas avoir fait confiance au peuple qui nous a conduit à d'autres situations. Peut-être des situations qui ne sont pas nécessairement meilleures. Peut-être que le problème actuel, c'est la concentration du pouvoir dans une certaine, on pourrait dire au sens strict, aristocratie. Quand vous évoquiez les propos d'Emmanuel Macron tout à l'heure, il ne veut pas être populaire d'une certaine façon parce que c'est lui qui exerce, qui concentre la majorité dans le système de la Ve République, revu avec la réforme fondamentale du quinquennat, a augmenté évidemment le pouvoir de l'exécutif et sur les autres pouvoirs et créé une situation qui n'aurait sans doute pas plu, même si c'est un sacrilège de dire un truc pareil à la brève, on va poser la question. qui n'aurait sans doute pas plu à Montesquieu. Il me semble, en tout cas le libéral, ça y est, j'en peux acheter. Eh ben voilà, alors on va aborder cette question de la démocratie libérale. Et donc, qu'est-ce qu'on y met dedans au fond? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Beaucoup de choses, et c'est un... Trop de choses. Voilà, trop de choses sans doute, et en plus ça dépend aussi des cultures politiques. Libéral aux États-Unis, c'est pas libéral en France. Vous qui vivez aux États-Unis, vous pourrez sans doute développer ce point plus que moi. Mais en tout cas, il me semble que... vous avez parlé de Raymond Aron tout à l'heure, c'est un auteur effectivement qui m'est cher, qui reflète cette tradition du libéralisme politique. Effectivement, c'est l'idée d'une forme l'idée qu'il faut tempérer le pouvoir, l'idée d'une modération en quelque sorte, d'une pensée nuancée. C'est vrai que moi personnellement, notre collègue a commencé, je dirais, de façon très vive, et c'est très bien parce que c'est très bien qu'on puisse débattre le conflit. Et ça, effectivement, c'est un élément fondamental de la démocratie. Mais disons, moi, personnellement, ce qui m'inquiète dans la situation de la démocratie et qui fait aujourd'hui que le libéralisme est au cœur de toutes les attaques, c'est justement qu'aujourd'hui, la nuance, la modération, au fond, l'équilibre qui était cher, il me semble, à Montesquieu, tout ça, aujourd'hui, est méprisé. Voilà. Je le dis de façon un peu solennelle, parce que je le ressens comme une vraie souffrance, c'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus entendre la modération. Ce n'est plus possible, parce qu'en effet, celui qui aurait pu, entre guillemets, incarner la modération en même temps, d'une certaine façon, exprime tout autre chose. Mais comment vous l'expliquez? Voilà. Comment vous expliquez ça, qu'on ne puisse plus exprimer cette modération? C'est quoi? C'est une réseau-socialisation du débat public? Enfin, quels en sont les ferments? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus prompt à l'outrance et à l'hystérie Moi, je ne sais pas. C'est très difficile de répondre à cette question. Il me semble qu'il y a déjà un problème d'ordre institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de déséquilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parlement a, d'une certaine manière, par la force des choses, retrouvé plus de pouvoir du fait de cette majorité relative. Mais on voit bien tout de même qu'il y a une vraie difficulté, je dirais, de répartition, d'allocation, de distribution des pouvoirs en France aujourd'hui, qui crée en quelque sorte un malaise démocratique qui est de plus en plus fort. Je ne crois pas que la solution soit dans la résurgence immédiate et directe, si j'ose dire, de cette démocratie que j'admire par ailleurs, parce que moi, un de mes auteurs préférés, c'est Castoriadis.
Donc l'expérience démocratique, je trouve que c'est au fond ce qui doit nous orienter. Simplement, si on réfléchit à la situation de la France aujourd'hui, ce qui me semble, c'est l'impossibilité de retrouver une forme de modération. Voilà. Et la solution, je ne l'ai pas. Simplement, il me semble qu'un des éléments importants, c'est une réflexion sur les institutions. Je crois que c'est un élément important. D'ailleurs, ici, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est la réponse évidente à la Brette. C'est-à-dire que le point clé de l'esprit des lois qui en fait un ouvrage aussi fondamental, c'est l'idée de se dire que les institutions ont une incidence sur les mœurs. Que le pouvoir grise les humains, mais que les institutions, le droit, la loi, a une incidence sur nos manières de penser et de vivre. Et que le droit, les institutions aujourd'hui sont dans une situation préoccupante. Alors, Christophe Lebart. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je trouve que c'est très bien qu'on arrive à l'idée de démocratie libérale, parce que je pense que, effectivement, souvent on oppose démocratie directe et démocratie représentative, mais de faire intervenir la question du libéralisme est très importante, parce que c'est précisément le libéralisme qui a, au fond, philosophiquement, met un terme à la question de la démocratie tel que les anciens la définissaient. Le texte le plus emblématique de ça, c'est le texte de Benjamin Constant, de la liberté des anciens et de la liberté des modernes, dans lequel, au fond, il explique, au nom de la liberté des individus, pourquoi il ne faut pas que tous les individus gouvernent. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce texte, il ne parle pas du tout de dire c'est impossible, enfin, tous ces arguments que maintenant nous évoquons. Alors, quand je suis de mauvaise foi, je dis que si nous passons tant de temps à nous expliquer, à nous autoconvaincre que c'est impossible, c'est bien que ça doit être possible, mais qu'il s'agit de ne pas envisager la possibilité. Donc moi, mon travail, il consiste juste à ouvrir la possibilité. C'est pour ça que pas de solution institutionnelle, mais je dis, si on passe autant de temps à dire que c'est impossible, peut-être que ça vaut le coup d'examiner la possibilité. Donc les libéraux vont inventer cette idée qui va consister à réduire la démocratie à la question de la citoyenneté, c'est-à-dire aux individus. Autrement dit, la démocratie se mesure à l'aune des droits individuels. Plus il y a de droits garantis aux individus, plus on est en démocratie. Le cas le plus exemplaire, c'est évidemment celui du droit de vote des femmes. Vous remarquerez que personne n'a défendu le droit de gouverner les femmes. On défend le droit de vote. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur l'idée que le vote ne permet pas de gouverner directement, mais qu'au nom de l'égalité des droits, ce avec quoi on peut être d'accord, tout le monde doit au fond avoir le même droit de ne pas gouverner. Et donc quand on a donné le droit de vote aux femmes, on ne leur a pas plus donné qu'aux hommes le droit de gouverner. C'est juste collectivement donner le droit d'aller un dimanche, mettre un petit bulletin et d'attendre 20 heures pour savoir ce qu'on avait bien pu vouloir faire et bien pu vouloir dire. Donc ça se passe toutes les soirées électorales. Maintenant, j'en arrive à la séparation des pouvoirs, puisque nous sommes chez Montesquieu et qu'on a cité Castoriadis. Castoriadis, précisément, c'est quelqu'un qui dit que c'est une fiction, la séparation des trois pouvoirs, et il dit qu'il faut arrêter, il y a deux pouvoirs qui sont séparés dans toute forme de société, ce qu'il appelle le gouvernemental et le judiciaire. C'est-à-dire qu'il dit, et je trouve qu'aujourd'hui, alors là, on l'a vraiment en démonstration tous les jours, l'exécutif, c'est du législatif. C'est-à-dire tous les jours, au nom du pouvoir exécutif, le gouvernement, prend quel qu'il soit, on prend celui-ci, mais c'était vrai avant, enfin, etc. Donc c'est pas du tout une attaque à ce gouvernement ou à ce président. C'est un phénomène global, qui d'ailleurs est européen, voire mondial. Vous avez le livre de Nicolas Rosselier qui l'a montré, sur la montée du pouvoir exécutif, et qui montre que dans nos sociétés, la réalité, c'est pas qu'il y a un déséquilibre entre les pouvoirs, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif tend à exercer tous les pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire avec un contrôle de plus en plus explicite de la justice au moment où on a dit plus d'ordre, plus, etc. Et tous les jours, nous avons des ministres, ou des premiers ministres ou des présidents qui disent « Soyez fermes aux juges sans que ça choque qui que ce soit », alors que c'est une entrave extraordinaire à la séparation des pouvoirs. Donc en fait, la vraie question, pourquoi les Grecs, au fond, ça les gênait pas, cette histoire de séparation des pouvoirs? Ils se sont posé la question, mais ils ont considéré, et personnellement je trouve que c'est très juste, qu'une décision de justice particulière, c'était déjà la loi. Autrement dit, si je décide que tel individu a tué, ou etc., ce n'est pas qu'une application de la loi, ou etc., c'est en fait une réflexion sur la loi en acte, et qu'on ne peut pas confier ce pouvoir à quelqu'un d'autre que le peuple, puisque sinon c'est une manière de considérer que le peuple ne légifère plus lui-même. Et vous avez un extraordinaire exemple de ça, que tout le monde, j'imagine, connaît dans cette salle, c'est Antigone. La pièce de Sophocle, elle est exactement sur cette question. Vous avez d'un côté Créon qui dit « la loi c'est la loi et personne ne peut discuter la loi ». Et de l'autre, vous avez Antigone qui dit « moi je suis autonome au sens grec du terme, autonomos pour ma propre loi,
je considère, au nom de mes croyances, etc., que je dois enterrer mon frère et on n'en parle plus. Ce sont deux faillites pour eux. Antigone, parce qu'elle décide que la cité, elle s'en fout, elle vit toute seule et elle fait ce qu'elle veut. Mais Créon aussi, pourquoi? Parce qu'il considère que la loi épuise à l'avance le sens du monde. Or, le message profond, philosophique de la démocratie athénienne, c'est que pour accepter d'être en démocratie, nous devons accepter cette idée très difficile à vivre, que personne ne possède l'interprétation légitime du sens du monde. Et que nous avons toujours en permanence, à chaque seconde, l'obligation d'interpréter ensemble, puisque personne n'a l'interprétation légitime, d'interpréter ensemble le sens du monde. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que décision de justice particulière ou loi, ça pose la même question, c'est qui a la capacité, qui a la légitimité de dire vrai pour tous. Et pour les Athéniens, tout citoyen a la capacité de pouvoir prétendre dire vrai pour tous et pas que pour lui. C'était leur manière de résoudre le conflit entre intérêt général et intérêt particulier, ce qu'ils appellent la parésia. Michel Foucault a beaucoup étudié, et qu'en français bien compris, on appelle la laïcité, c'est-à-dire le fait de ne pas imposer son universel aux autres simplement parce que c'est son propre universel. Alors, on pourrait continuer à débattre pendant des heures, il se trouve que le maître des horloges nous fait un grand signe. Je vais vous poser une dernière question, un dernier tour de piste, et ensuite on ouvrira les questions au public. Question bête, mais comment la démocratie aujourd'hui peut-elle être renforcée justement pour répondre aux aspirations de la société? Peut-il aller, Montesquieu, est-ce qu'il peut nous venir en aide là-dessus? Alors, je suis pratiquement sûr que Montesquieu n'aurait rien eu à proposer ou à dire, parce qu'il est toujours très délicat, en fait. Alors, Montesquieu explique que la loi n'est pas un pur acte de puissance, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas changer des mécaniques institutionnelles qui sont comme des joyaux finalement d'orfèvrerie. Donc vous ne pouvez pas proposer quelque chose comme ça de jour au lendemain. Les changements pour Montesquieu se font sur la longue durée. Donc je pense que malheureusement Montesquieu aurait juste se serait assis et aurait regardé ce qui se passe. Pour revenir sur ce que disaient mes collègues justement et pour répondre à votre question, et évidemment sur la séparation des, donc on appelle ça séparation des pouvoirs. Montesquieu n'emploie jamais le terme, mais il s'agit évidemment d'une distribution des pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas séparés. La preuve même, le président de la République dispose du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Par exemple, il a le droit de grâce. Le Parlement possède également le pouvoir judiciaire parce qu'il peut juger des actes de trahison, etc. Donc c'est la même chose aux États-Unis. Donc la distribution des pouvoirs, c'est que chaque pouvoir possède une partie de l'autre pouvoir. Bon. Et donc, si on regarde le cas de la France, effectivement, il y a sans doute eu, mais ce qui est tout à fait normal dans l'esprit de Montesquieu, je vais me faire l'avocat du diable, Emmanuel Macron, le président de la République, ne fait rien d'autre que ferait tout homme de pouvoir. C'est-à-dire qu'il en a et il veut augmenter son pouvoir. Et que du coup, évidemment, il prend le pouvoir exécutif et il tente de s'emparer du pouvoir législatif. Mais il y a des réactions. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a failli tomber à quelques voix près. Donc, les pouvoirs se répondent les uns aux autres. Il y a du jeu, il y a du conflit. Je pense qu'il faut finalement, alors je ne sais pas s'il faut laisser les choses en l'état, en tout cas, il faut avoir confiance en l'avidité du pouvoir de chacun. C'est sans doute la grande leçon de Montesquieu, un petit peu décevante. La vertu ne nous sauvera pas, c'est nos vices qui nous sauveront. C'est une parfaite conclusion. Je vous laisse un mot pour conclure très rapidement. Oui, très rapidement. Effectivement, ça a bien été identifié. Ce qui pose problème, c'est la concentration des pouvoirs au cœur de l'exécutif aujourd'hui, qui crée un certain nombre de problèmes politiques majeurs. Et une des conséquences de cette concentration, c'est le fait que lorsqu'on a un président qui décide de tout, qui s'intéresse à tout, qui est partout, on n'a plus de temps. Et à commencer par le président lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, il faut peut-être, j'ai pas de solution évidemment, mais ce que m'inspire la réponse excellente de mon voisin, c'est que peut-être que ce qui nous manque, c'est de se donner le temps. C'est fondamental. On se faisait cette réflexion tout à l'heure comme universitaire. Les universitaires aujourd'hui n'ont plus le temps d'écrire, alors qu'ils sont payés pour ça, parce qu'ils sont accablés de tâches qui sont autres que celles pour lesquelles ils ont été recrutés. Les présidents de la République devraient pouvoir prendre du recul, au regard d'ailleurs des institutions de la sécurité publique. On a l'impression d'un temps qui est rétréci au point qu'il n'y a plus de temps pour délibérer
plus personne n'a de temps. Comment voulez-vous être bien gouverné et vivre démocratiquement si le temps, qui est le bien le plus précieux dans l'action humaine, n'existe plus parce qu'on ne se donne plus ce temps? Voilà, je pense que c'est un point décisif. Très rapidement, pour savoir, le changement, ça allait lentement. Oui, moi je pense que, en fait, il faut aussi, je suis cohérent avec ce que je l'ai raconté tout à l'heure, c'est qu'il faut réfléchir aux conditions sociales de possibilité de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, il ne suffit pas qu'on s'assemble là et on dit c'est possible. Il y a toute une série de conditions sociales. Et donc, si on essaye de regarder notre propre société, c'est réfléchir aux conditions sociales de son impossibilité. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel tout est fait pour que nous pensions que c'est impossible. La première impossibilité, c'est tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que c'est plus possible, on est trop grand, enfin bref, ça c'est l'objet de mon travail universitaire. Et je reviens sur la question du temps. Si nous considérons qu'il est décisif, déterminant, que c'est un projet de société de pouvoir délibérer ensemble du bien commun, de l'intérêt général, etc. Alors la question du temps devient seconde, non pas secondaire, mais seconde, c'est-à-dire elle devient ordonnée par ce premier impératif. Or aujourd'hui, nous vivons la délibération politique et la démocratie comme une sorte de luxe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, tiens, et si on faisait de la politique? Raison pour laquelle dans les partis politiques, comme vous le savez, il y a des militants jusqu'à 25 ans, 28 ans, ils disparaissent parce qu'ils ont des enfants, une vie à faire, et ils réapparaissent à 49 ans, 50 ans, puisque les enfants sont à l'université. Tous les militants politiques connaissent ça, vous avez un truc extrêmement fort, ou alors c'est genré, évidemment. C'est monsieur qui est là pendant que madame n'est pas là, ou maintenant on est moderne, qu'il y a une rotation. Je viens parce que c'est... Donc, vous voyez, donc ces questions-là, soit on les considère comme accessoires, soit on les considère comme premières. De mon point de vue, elles sont premières. Et vous voyez bien que pour devenir premières, il faut que nous faisions le choix collectif de la démocratie, c'est-à-dire de la possibilité réelle et effective d'un pouvoir du peuple sur lui-même. Parfait. Merci à tous les trois pour ce débat riche, pétillant. Je vais donner la parole au maître de cérémonie. Alors merci à tous les trois, c'est formidable ce début des journées 2023. Je propose aux trois intervenants d'aller au fond pour signer les dédicaces et leurs livres. Et on va enchaîner directement, pas de questions sur cette table ronde, on va enchaîner si tu veux bien Xavier. Oui, pas de démocratie. On va enchaîner avec la deuxième table ronde. Donc on va inviter Gilbert Mitterrand, Thomas Cazenave et Olivier Costa à nous rejoindre sur scène. Je suis très bien. Super, mais j'étais génial. Excuse-moi, je te dois. Oui, non, j'adore. Mais non, on essaie de rebondir. Ah non, on était super, ça a rendu le chat. C'était Oui, oui, c'est très bien. Installez-vous, Gilbert. Allez,